Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine Roy, je suis coach pour les mères. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes devenues mères à sortir du mode pilote automatique pour retrouver clarté, ambition et joie dans leur vie personnelle et professionnelle, en prenant conscience de leur puissance. Les mères sont des badass, des reines du quotidien qui gèrent un foyer, une famille, un boulot, une vie sociale et qui le font comme des chefs. Avec Limerté, je porte haut et fort la voix des mères sans qui ce monde n'existerait pas. Je veux croire que mes filles vivront dans un monde dans lequel les femmes devenues mères sont des queens. Et pour ça, tous les épisodes de Limerté sont sans filtre, sans tabou et authentiques. Alors ajuste ta couronne sur ta tête et plonge avec moi dans Limerté, le podcast qui fait rayonner la voix des mères. Bienvenue dans cet épisode de Limerté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet extrêmement commun, entre guillemets, extrêmement important, en particulier pour moi, parce qu'aujourd'hui on va parler de colère. J'adore vraiment ce sujet parce que j'ai souvent entendu de moi et dit de moi que j'étais colérique étant enfant. Et puis ça s'est tassé, et puis c'est revenu au galop en devenant mère. Et donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Avant ça, merci infiniment pour vos écoutes, vos avis, vos messages en privé. Vraiment, si c'est pas déjà fait, allez vous abonner au podcast, lui mettre 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de lui donner de la visibilité et du coup de permettre à d'autres femmes d'écouter ce podcast. Et plus il y a de femmes, plus il y a de mères qui écoutent ce podcast, plus il y aura dans ce monde des mères qui remettent leur couronne sur leur tête tous les matins. Et moi, j'aime penser que mes filles vivront dans un monde de queen. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. La colère. Alors, quand je suis devenue mère, j'ai ressenti une colère qui était vraiment profonde et constante. Pas dans le sens elle était exprimée tous les jours, mais je la ressentais en fond. Et clairement, mes enfants étaient des bons déclencheurs. C'est-à-dire qu'un verre renversé, un refus de se laver les dents, un coucher qui prend une plombe, des trucs ridicules, pouvaient me provoquer des réactions disproportionnées. Et à chaque fois que ça m'arrivait, chaque fois que je me mettais en colère, c'était jamais, je préfère préciser, c'était pas, je leur mettais pas de claques, c'était pas de la violence physique, mais je criais fort. Et ça se terminait toujours de la même manière, la culpabilité. Et l'incompréhension, en fait, envers moi-même de me dire, mais bordel, en fait, pourquoi déjà je m'énerve pour un truc aussi bête? Pourquoi je sais pas gérer mes émotions? Pourquoi j'ai pas de patience? Pourquoi j'ai un tel mauvais caractère? Et sur ces dernières années, j'ai vraiment beaucoup cheminé, beaucoup travaillé, et du coup, j'ai envie de vous partager dans l'épisode du jour mes réflexions, mes découvertes et tout ce qui m'a permis en fait de comprendre et donc d'apaiser ma colère. Et je préfère le dire tout de suite, c'est pas plus de méditation, c'est pas d'apprendre à gérer mes émotions, c'est beaucoup plus profond que ça. D'ailleurs, Amandine, si tu m'écoutes, je sais que ton poil s'est hérissé à l'idée de gérer ses émotions, mais ça, ce sera le sujet d'un autre épisode. Donc déjà, la colère, c'est quoi en fait? La colère, c'est une émotion au même titre que la joie, la tristesse, la peur, la sérénité. Je sais pas si vous voyez ce petit monstre des émotions que les enfants utilisent en maternelle pour nommer ce qu'ils ressentent. Eh ben, la colère, c'est le monstre rouge. Et ce petit monstre rouge, il existe au même titre que le monstre jaune pour la joie, que le monstre bleu pour la tristesse, que le monstre vert pour la sérénité. En fait, la colère, pardon, comme la joie, est une indication. C'est juste un signal. Elle n'est pas là pour nuire, elle est juste là pour dire alerte, il y a un besoin insatisfait, une limite a été franchie. Ça peut être j'ai pas eu assez d'espace, j'ai pas été respectée, j'ai donné tout mon temps, et là j'ai besoin de temps pour moi. Derrière la colère, il y a toujours un besoin non satisfait. Alors cette théorie-là, je la connaissais, hein. Ça me suffisait pas. Je savais bien que quand je me mettais à crier dans la maison, c'était pas du tout à cause du verre renversé. C'était plutôt parce que j'avais un bébé collé sur moi nuit et jour et que j'avais besoin de 10 minutes solo dans le silence. Ma jauge était pleine. Mais pour autant, j'avais beau le savoir, ça ne m'empêchait pas de me mettre en colère. Ça ne me suffisait pas de ne pas me mettre en colère. Et en fait, c'est ce truc-là que je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi j'avais beau avoir la théorie, en pratique, ça ne fonctionnait pas. J'ai trouvé deux raisons à ça. La première, c'est que ma colère n'était en fait pas uniquement ma colère. Et la deuxième, c'est parce que la société m'avait appris que la colère était inacceptable, pardon.
Pourquoi ma colère déjà n'était pas que ma colère? Bah parce qu'en fait, ma colère est aussi une colère très lointaine, hein. C'est-à-dire que les générations de femmes avant moi n'avaient pas le droit d'être en colère. Leur rôle, c'était de servir, de faire bonne figure, de sourire. Je suis vraiment convaincue que nous sommes la première génération de mères qui avons le droit de nous exprimer. Et ce qui est super intéressant, c'est que la recherche en épigénétique montre que tout se transmet. Donc aussi tous les traumas émotionnels. En fait, ce qu'on ressent, c'est réel, c'est ancré, mais c'est aussi multigénérationnel. C'est pas juste moi. C'est un héritage. Et cet héritage, il peut remonter très loin. Combien de femmes de ma lignée ont été brûlées parce qu'elles étaient des sorcières, ou alors ont juste eu des personnes de leur entourage qui ont été brûlées parce qu'elles disaient trop, parce qu'elles s'exprimaient trop. Imaginez juste l'injustice, l'incompréhension, la colère qui a pris sa place à cet endroit-là et qui n'a jamais été nommée. Elle n'a pas été nommée, elle a juste été transmise de génération en génération. Et c'est cette colère-là que moi je me traîne. Et peut-être que toi tu te la traînes aussi. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'avais beau avoir la théorie, je n'arrivais pas à contenir cette colère. La deuxième raison, c'est que la colère des femmes n'est pas acceptable. Aujourd'hui encore, une femme en colère, c'est une femme qui perd ses moyens. Et malheureusement, on dit encore parfois que c'est une femme hystérique. Il y a encore 120 ans, les femmes étaient enfermées si elles faisaient trop de bruit, parce que c'était considéré comme dangereux. Aujourd'hui, une femme qui se met en colère, on dit qu'elle perd ses moyens, qu'elle ne se maîtrise pas. C'est honteux. Alors qu'un homme qui se met en colère, il a juste du tempérament. Et au passage, s'il tue sa femme, il a juste dérapé. En avril 2026, il y a déjà 28 femmes qui ont été tuées par leur compagnon ou ex depuis le début de l'année. Mais bien évidemment, c'est la colère des femmes qui est dangereuse, hein. Parenthèse. Ou pas d'ailleurs. En fait, on entend partout qu'on ne devrait pas être en colère, que c'est mal, que c'est dangereux, qu'il faut mettre la colère sous cloche. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de la gérer. Mais en fait, le sujet, c'est pas de la gérer, c'est pas de la mettre sous cloche. Ce qu'on devrait faire, c'est naviguer avec et la voir comme un signal plutôt comme un truc à terre. Parce que moi, je crois profondément que quand je tais ma colère, quand je la mets sous cloche, oh bah, elle va trouver un autre moyen de s'exprimer. Et dans mon cas, elle s'exprimait clairement à destination de mes enfants. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que en devenant mère, la colère peut se décupler. Moi, dans mon cas, en devenant mère, j'avais beaucoup plus envie de claquer des portes, de crier. Je me sentais tout le temps en tension. Et pourtant, ce n'était pas lié à mon caractère ou juste à un manque de sommeil. C'était vraiment une explosion émotionnelle. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que les mères particulièrement ont une accumulation de stress, de charge mentale, de fatigue, de manque de soutien. Et tout ça, ça amène une explosion émotionnelle liée à la surcharge. Ce que les études montrent, c'est que les mères ont un niveau de stimulation et de charge beaucoup plus élevé que les personnes sans enfants. En parallèle, le cerveau maternel est dans une hypervigilance constante. Et donc, surstimulation plus hypervigilance, vous ajoutez à ça un manque de sommeil et un manque de ressources, les réactions émotionnelles deviennent amplifiées. Les neurosciences, pardon, ont mis un terme pour expliquer ça. Ça s'appelle le mom rage, la rage maternelle. Et en fait, la rage maternelle, c'est une réaction du système nerveux en mode survie. C'est une réaction qui est involontaire. Ça se passe dans le cerveau. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le corps est en alerte permanente. Le cortex préfrontal, qui est le centre de la régulation émotionnelle, est très fatigué. Donc, il y a beaucoup moins de capacité à réfléchir, à analyser. Et en parallèle, l'amygdale, qui est un peu le capteur du danger, ben, l'amygdale est hyperactive. C'est-à-dire que l'amygdale va détecter du danger même là où il n'y en a pas. Ça peut être les cris, les pleurs, les sollicitations répétées qui vont être perçues comme une menace. Donc, en gros, hyperactivation de l'amygdale, l'amygdale dit alerte, danger. En parallèle, le cortex préfrontal, il est fatigué. Donc, plutôt que de voir, non, mais tout va bien, c'est juste le cri d'un enfant, non, non, moins de capacité à réfléchir, à analyser, zéro possibilité de réguler les émotions. Conclusion, dans le corps, cortisol élevé, alerte permanente. Et donc, ça provoque un débordement disproportionné. C'est physiologique avant d'être psychologique.
Et ce que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'en fait, le mom rage, cette colère maternelle, elle est prédictible s'il y a deux conditions qui sont réunies. Un, la charge mentale élevée. Deux, la surcharge sensorielle. Je connais assez peu de mères qui ne sont pas concernées par la charge mentale et assez peu ne sont pas concernées par la surcharge sensorielle, même si on est tous plus ou moins sensibles. Euh, Moi, perso, je savais avant d'avoir des enfants que j'avais un besoin de calme et de silence, mais depuis que j'ai des enfants, c'est indispensable tous les jours. S'il y a une journée entière pendant laquelle je n'ai pas une seule seconde seule, la fin de la journée est très compliquée. Donc le moment X, c'est quoi? C'est globalement, en psychologie, on le définit comme une réaction émotionnelle intense liée à un décalage entre les besoins réels de la mère et ses ressources disponibles. En gros, la colère devient un symptôme et pas un défaut. C'est juste le signal que il y a un manque de soutien, de temps, d'espace, de sommeil, de limite, de respiration. C'est vraiment une réaction biologique en fait du système nerveux. Donc, quand moi j'ai compris d'où venait cette colère, un besoin insatisfait, une limite dépassée, mon histoire, ce que raconte le collectif sur la colère, un système nerveux en surchauffe, bah, je me suis dit, ok, fine, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais? Et donc je vais te partager le chemin que j'ai pris et ce que ça m'a permis. Déjà, la première chose, c'est que j'ai légitimé ma colère plutôt que de culpabiliser. Légitimer, ça veut dire juste nommer déjà. Oui, je suis en colère. Non, je ne suis pas folle. Je ne suis pas une mauvaise mère. Je suis juste à bout de ressources. Le but, c'est pas de nier la colère ou de pas ressentir, c'est juste au contraire, enfin, c'est même au contraire, c'est de la ressentir pour ne plus lutter contre. Parce que je suis convaincue que plus on lutte contre, plus on essaye de ne pas ressentir, plus ça va sortir de manière énorme, immense, disproportionnée. Donc, légitimer plutôt que de culpabiliser. Ensuite, la deuxième chose, ça a été de décoder. Comme je le disais avant, la colère peut être un indicateur. Donc, moi, je me suis plutôt demandé, OK, là, dans cette situation, c'est quoi mon besoin qui n'est pas satisfait? Quelle limite a été dépassée? Je vous donne des exemples que j'ai vécus. Par exemple, je suis en train d'avoir une discussion avec quelqu'un et c'est la troisième fois que ma fille vient m'interrompre pour me demander quelque chose. Ça me fait péter un plomb. Je commence à lui crier tout en disant, j'en ai marre, tais-toi, je suis en train de parler. Ok, pause. C'est quoi le besoin? J'avais un besoin de continuité, j'avais un besoin de partage, j'avais un besoin d'être entendu. Sinon, la colère en fin de journée, quand c'est le millième maman de la journée, mon besoin c'est quoi? J'ai besoin de recevoir plutôt que de donner. Je n'ai plus rien à donner. Ou une colère diffuse, c'est-à-dire que verre d'eau renversé et tu commences à dire ah purée! En soi, c'est pas très grave. Mais tu aurais juste pu dire c'est pas grave, on va essuyer. Non, là, c'est un ah qui sort. Cette colère-là, sans objet précis, elle peut être le signe d'un épuisement profond, d'un besoin de silence, d'un besoin de temps seul, d'un besoin de dormir, d'un besoin de remplir ton réservoir affectif. Derrière chaque colère, il y a un besoin. Et donc, une fois que j'ai compris quel était mon besoin insatisfait, il y a deux voies possibles qui se rejoignent. La première, c'est d'aller remplir ce besoin. Tu as besoin de temps seul, prends-le. Tu as besoin de silence, va te créer des moments de silence. Tu as besoin de remplir ton réservoir affectif, autrement qu'avec tes enfants. Réfléchis à comment tu peux le faire. Est-ce que c'est avec ton conjoint? Est-ce que c'est avec tes amis? Est-ce que c'est avec ta famille? Est-ce que c'est solo? Ça, c'est la première fois, remplir ce besoin. Et puis la deuxième, c'est de libérer la colère. Parce que souvent, quand on ne la libère pas, quand on la retient, elle stagne dans le corps. La colère est d'abord une émotion physique, elle se vit dans le corps. Et donc, il y a plein de pratiques somatiques qui vont permettre de libérer, de faire circuler. Ça peut être l'EFT, ça peut être le shaking, ça peut être crier, danser, marcher. Peu importe, l'objectif, c'est de réguler et en fait de faire circuler l'énergie inconfortable. Moi, je suis vraiment une adepte du shaking, donc le fait de se secouer, de la danse et de la marche. Ok? Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans tous mes espaces, on ne fait pas que parler, on se met toujours en mouvement. Certains appels se font en marchant quand je sens qu'il y a une énergie, une émotion, même si c'est pas la colère qui est un peu stagnante, eh ben on va danser en visio, c'est ok. Pendant les mamas break, les mamans qui sont là dansent. Je les fais même parfois crier dehors dans la colline qui est à côté. Tout ça, ça permet en fait de faire circuler et de soulager. Et puis la dernière étape de ce chemin que j'ai pris, ça a été de voir la colère comme mon allié plutôt que comme mon ennemi. Parce que la colère qui ne s'exprime pas devient
une dépression. La colère qui s'exprime sans but, en fait, c'est juste de la destruction. Mais la colère qui est orientée, donc la colère qu'on voit comme une alliée, dont on comprend pourquoi elle est là, ça devient une force de transformation. Donc, tu peux te demander où est-ce que je suis le plus en colère? Et là où je suis le plus en colère, qu'est-ce que ça révèle sur ce que je veux vraiment? Sur la vie que je veux construire, sur les frontières que je n'ai jamais osé poser. Ce que je trouve magnifique, c'est que certaines de mes clientes ont réorganisé leur vie entière à partir de leur colère. Pas à cause d'elle, pas en la taisant grâce à elle. Tu n'as pas du tout besoin d'être une mère parfaite pour tes enfants. Une mère qui dit je suis fatiguée, j'ai besoin d'espace, là c'est trop pour moi, eh bien elle enseigne aux enfants quelque chose d'inestimable, le fait que les émotions ont le droit d'exister et qu'on peut y répondre avec conscience plutôt qu'avec honte. Et pour moi, en faisant ça, c'est vraiment transmettre à la génération suivante le fait que notre vie intérieure a de l'importance, que ma colère n'est pas un défaut, que c'est juste que le signe que je suis une humaine, que je suis une femme vivante avec des besoins réels, dans un système qui ne les prend pas en compte depuis trop longtemps. Donc la question, c'est pas comment je fais pour ne plus être en colère. La question, c'est comment je fais pour que ma colère m'aide à construire ce que je veux voir dans ma vie. Et clairement, si je regarde ma vie, c'est grâce à ma colère que j'ai créé ce podcast. C'est grâce à ma colère que j'ai tant appris sur le système nerveux. C'est grâce à ma colère que j'ai quitté un job salarié pour créer mon entreprise. C'est grâce à ma colère que j'ai nommé des choses, des tabous dans ma vie, et notamment des violences. C'est grâce à ma colère que j'ai transformé ma vie sexuelle. C'est grâce à ma colère que je suis montée sur scène pour crier. C'est grâce à ma colère qu'il n'y ait aucun espace dédié aux mères en tant que femmes que j'ai créé le Mamas Break. La colère peut être une boussole magnifique à condition de l'apprivoiser. Si cet épisode t'a plu, qu'il te parle, que tu te sens concerné par ce sujet, je t'encourage à faire deux choses. La première, à te demander, la prochaine fois que tu seras en colère, quel est mon besoin qui n'est pas satisfait? Et la deuxième chose, c'est de partager cet épisode à une mère que tu connais et qui vit sa colère de manière honteuse dans son coin, qui n'ose pas demander de l'aide parce que, encore une fois, aujourd'hui, la colère est un sujet de honte. Partage-lui cet épisode pour qu'elle se sente moins seule et qu'elle sache quelle direction prendre. Et puis, si tu veux aller beaucoup plus loin, il y a le Mamas Break et le prochain sera en octobre. Et le Mamas Break, c'est le lieu idéal pour faire un pas de côté, pour te sortir de ton quotidien, pardon, et te reconnecter à qui tu es, à tes émotions et pour les valider. Le but, c'est pas de revenir en étant une meilleure version. Le but, c'est de revenir en étant toi avec toutes tes facettes. Donc le Mamas Break, c'est le week-end de transformation pour les mères. Et la 5e édition sera en octobre. Les premières places sont déjà parties. Donc viens m'écrire pour avoir plus d'infos et réserver la tienne. N'hésite pas également à t'abonner au podcast. Et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute. Cet épisode est déjà fini. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent. Et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.